Aujourd'hui, je vous propose de vous parler d'un élément fondamental, découvert par hasard et détourné dans différents engins. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire très controversée du phosphore blanc. Le phosphore est un élément omniprésent dans la vie. Il est dans l'ADN, les eaux, les plantes, mais sa forme pure n'a été révélée qu'au XVIIe siècle par accident. L'alchimiste et souffleur de verre allemand Henning Brand cherchait désespérément la recette de la supposée pierre philosophale. On raconte qu'en 1669, après avoir collecté des litres d'urine, il obtint une matière cireuse blanche qui s'illuminait d'une lueur verdâtre et prenait feu spontanément en présence d'air. Fasciné, Brandt baptisa cette substance Phosphorus, porteuse de lumière en grec, en référence à sa faible luminescence dans l'obscurité. Il venait sans le savoir de découvrir un nouvel élément chimique, le premier identifié depuis l'Antiquité. Conscient de la valeur de sa découverte, Brandt, comme tout bon alchimiste, garda jalousement son procédé secret et ne divulgua pas sa recette. Il finit toutefois par vendre le secret à un confrère, ce qui permit à d'autres chimistes de reproduire le phosphore blanc à leur tour. Pendant quelques décennies, cette matière étrange demeura une curiosité de cabinet, montrée aux nobles et amateurs éclairés. Au fil du temps, le secret finit par s'ébruiter, et en 1737, à l'Académie des sciences de Paris, un mystérieux étranger proposa de révéler le procédé de Brand. Le chimiste français Jean Heulot fut mandaté pour en être témoin et publier les résultats. Devant Heulot et trois autres commissaires, l'inconnu réalisa la synthèse du phosphore blanc à partir d'urine, levant enfin le voile sur le processus jusque-là jalousement gardé. Heulot en publia une description détaillée la même année, rendant la recette accessible à tous les chimistes. Quelques décennies plus tard, de nouvelles sources de phosphore furent découvertes en 1769. Le Suédois Johann Gahn montra que la cendre d'os d'animaux en contenait et avec Carl Scheele, il développa une méthode pour en extraire le phosphore en quantité significative, à partir d'os calcinés. Enfin, un siècle plus tard, en 1867, les chimistes français Aubertin et Boblik mirent au point un procédé pour extraire le phosphore de roches phosphatées. Cette innovation rendit le phosphore bien moins cher à produire, inaugurant son ère industrielle. Le phosphore blanc se présente comme un solide cireux, blanc jaunâtre, qui a la particularité remarquable de s'enflammer spontanément à l'air libre. En l'absence d'oxygène, par exemple conservé sous l'eau, il reste stable, mais dès qu'il est exposé à l'oxygène atmosphérique, il s'oxyde violemment. La réaction produit une lumière vive, une chaleur intense et d'épaisses fumées blanches toxiques. Au contact de l'humidité de l'air ou des tissus, cette fumée se transforme en un acide phosphorique corrosif, ce qui explique le pouvoir destructeur du phosphore blanc sur la peau et les muqueuses. La combustion du phosphore peut atteindre environ 800 degrés, voire plus de 1500 dans certaines conditions extrêmes, suffisant pour faire fondre certains métaux. Ces flamèches incandescentes sont très difficiles à éteindre. Elles continuent de brûler tant qu'il reste du phosphore et de l'oxygène, même sous la pluie. L'inhalation des fumées ou un contact cutané provoque des lésions graves. Brûlures chimiques profondes, atteinte du foie, des reins, du cœur, œdème pulmonaire si le gaz phosphine est formé, etc. Des brûlures étendues sur moins de 10% du corps peuvent suffire à être fatales en raison de sa toxicité. C'est pourquoi on conserve le phosphore blanc sous l'eau, à l'abri de l'air, pour éviter tout départ de feu intempestif. J'ai un exemple frappant de la persistance du danger que représente le phosphore blanc. En novembre 2022, un promeneur sur une plage normande a ramassé un joli caillou d'un rose intense dans le sable. Sa femme l'a rincé à l'eau de mer, puis l'homme a glissé la pierre dans sa poche. Quelques minutes plus tard, le caillou s'est embrasé spontanément à travers le tissu. Il raconte que quand il a vu la fumée sortir de sa poche, il a tout de suite compris que c'était du phosphore. Il a plongé la main dans sa poche pour le saisir et s'est brûlé les doigts. Le temps d'ôter sa veste, son pantalon avait déjà pris feu. L'infortuné s'en tire avec des brûlures à la cuisse et aux doigts. Le galet était en réalité un morceau de phosphore blanc, resté dans le sable depuis la Seconde Guerre mondiale, vraisemblablement issu d'une munition incendiaire, ayant échoué sur cette plage des décennies plus tôt. Ce fait divers illustre bien la dangerosité extrême de cette substance.
Même des années après, un fragment enfoui peut se rallumer dès qu'il sèche à l'air libre, telle une braise chimique, impossible à éteindre, autrement qu'en l'isolant de l'oxygène. Pendant près de 300 ans, le phosphore blanc fut manipulé surtout en laboratoire et dans l'industrie naissante, sans causer de catastrophes massives. Mais il n'était pas inoffensif pour autant. Utilisé notamment dans la fabrication des allumettes au XIXe siècle, il provoqua chez les ouvriers une effroyable maladie professionnelle, la nécrose maxillaire, ou Fossey Jaw. L'inhalation prolongée des vapeurs de phosphore blanc attaquait littéralement les os de la mâchoire, causant des douleurs intenses, des abcès purulents et la mort de l'os, qui pouvait même émettre une lueur verdâtre dans le noir. Dès les années 1830, on recense de tels empoisonnements au phosphore chez les allumettières et allumettiers. Ce n'est qu'en 1906, par la Convention de Berne, que le phosphore blanc fut officiellement interdit dans l'industrie des allumettes, remplacé par le phosphore rouge. Cette mesure mit fin à l'un des premiers scandales sanitaires de l'ère industrielle. Ironiquement, le phosphore blanc, découvert au départ comme une curiosité alchimique, a fini par trouver de nombreuses applications militaires, en raison de ses propriétés incendiaires et fumigènes. Durant la Première Guerre mondiale, les armées belligérantes cherchaient des moyens de créer rapidement des écrans de fumée pour dissimuler les troupes des tirs ennemis. Le phosphore blanc s'y prêta parfaitement. Il produisait une épaisse fumée blanche. Il fut donc incorporé dans des grenades et des obus. Et dès 1916, l'armée britannique introduisait les premières grenades incendiaires au phosphore. Ces engins, en explosant, dispersaient du phosphore enflammé qui embrasait l'air et générait un nuage opaque, idéal pour couvrir une attaque ou une retraite. D'autres utilisations suivirent. On l'intégra dans des projectiles incendiaires et même dans des balles traçantes, dont la traînée lumineuse facilitait le tir de nuit. Les Britanniques développèrent par exemple des balles spéciales capables d'enflammer les zeppelins allemands, en tirant des balles au phosphore sur des dirigeables remplis d'hydrogène, hautement inflammables. Ils provoquaient leur explosion en vol. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le recours au phosphore blanc s'intensifia encore. Alliés comme Axe l'employèrent dans une large gamme de munitions. Grenades à main, obus d'artillerie, bombes de mortier, roquettes et bombes aériennes incendiaires en contenaient pour accroître leur efficacité. Les soldats américains le surnommèrent familièrement Willie Pete, d'après les initiales WP en alphabet radio, et apprécièrent pleinement sa double fonction. Il pouvait tantôt générer un écran de fumée protecteur, tantôt servir d'arme incendiaire terrifiante contre l'ennemi. Durant la campagne de Normandie en 1944, jusqu'à 25% des projectiles de mortier tirés par les troupes américaines contenaient du phosphore blanc, tant il s'avérait efficace pour dégager les positions adverses et démoraliser les soldats allemands. Dans la bataille pour libérer Cherbourg, un seul bataillon américain tira près de 11 900 obus au phosphore blanc en quelques jours, incendiant bunkers et broussailles pour déloger les défenseurs. L'effet psychologique de ces armes était redoutable. En plus de dégâts physiques, elle semait la panique chez l'ennemi. Tant que le phosphore blanc était utilisé sur les champs de bataille isolés pour cibler des soldats ou du matériel, ses ravages restaient cantonnés au domaine militaire. Mais dès lors qu'il fut employé au-dessus de zones peuplées, les conséquences humaines devinrent dramatiques. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les bombardements incendiaires alliés sur des villes allemandes et japonaises provoquèrent des dizaines de milliers de morts civiles. Le phosphore y contribua aux côtés d'autres agents incendiaires, comme le napalm qu'on a déjà vu ensemble, et le magnésium, dont on parlera plus tard. Par exemple, l'attaque de Hambourg en juillet 1943 engendra un gigantesque orage de feu qui tua environ 34 000 habitants, en grande partie à cause de bombes au phosphore et aux gels incendiaires largués sur la ville. Des témoignages de survivants décrivent des flammes blanches tombant du ciel et des incendies incontrôlables consumant des quartiers entiers. Ces premières tragédies ont marqué les esprits et ont montré le pouvoir destructeur du phosphore utilisé à grande échelle. Dans les décennies suivantes, l'usage du phosphore blanc a suscité une controverse croissante, surtout lorsqu'il touche des non-combattants. Plusieurs cas ont fait l'objet d'enquêtes internationales. L'un des exemples notoires est la bataille de Falloujah en novembre 2004, durant la guerre d'Irak. Initialement, l'armée américaine niait utiliser le phosphore autrement que pour l'éclairage ou le camouflage.
Le Pentagone a fini par reconnaître que les munitions au phosphore blanc avaient été employées comme armes incendiaires contre des combattants retranchés dans la ville. Un porte-parole a expliqué la tactique du shake and bake. Nous tirons une salve d'obus au phosphore blanc pour faire sortir l'ennemi de ses trous grâce au feu et à la terreur, puis nous les neutralisons avec des explosifs conventionnels. Cette admission a déclenché un vif débat sur la légalité de telles pratiques. Officiellement, les États-Unis considèrent que le phosphore blanc n'est pas une arme chimique interdite, car son effet principal est incendiaire et fumigène. Toutefois, de nombreuses voix estiment que son emploi contre des humains devrait relever d'une arme chimique, tant ses effets sur les tissus sont toxiques et atroces. L'épisode de Fallujah a ravisé le spectre du phosphore blanc et conduit à des comparaisons avec le napalm quant à la souffrance infligée aux victimes. Mais ça n'a pas empêché son utilisation. Quelques années plus tard, en décembre 2008 et en janvier 2009, c'est au tour de la bande de Gaza d'être le théâtre d'un usage massif du phosphore blanc. Durant l'opération israélienne Plomb durci, des obus fumigènes au phosphore furent tirés sur ou à proximité des zones urbaines densément peuplées. Des organisations comme Human Rights Watch et Amnesty International ont documenté de multiples impacts sur des écoles, des hôpitaux et des bâtiments civils. D'après un rapport, chaque obus explosif de 155 mm disperse environ 120 morceaux de feutre imbibés de phosphore blanc sur un rayon de 125 mètres. Or, en tombant sur les toits et les rues de Gaza, ces fragments incendiaires ont mis le feu à des habitations et causé des brûlures terribles aux habitants. Après le conflit, les enquêteurs ont retrouvé des douzaines de résidus de phosphore sur des sites touchés, y compris dans une école des Nations Unies où des civils s'étaient réfugiés. Les bilans font état de civils grièvement brûlés et de plusieurs morts. Sous la pression internationale, Israël a d'abord nié, puis affirmé que l'usage du phosphore n'avait eu lieu qu'en conformité avec le droit de la guerre, essentiellement pour faire écran de fumigène. Toutefois, des preuves recueillies ont montré que des munitions au phosphore blanc ont bien été utilisées de manière indiscriminée au-dessus de quartiers résidentiels, en violation avec le protocole 3 de la Convention sur certaines armes classiques, qui prohibe l'utilisation d'armes incendiaires contre des civils. L'affaire a conduit l'armée israélienne à ouvrir une enquête interne, sans apaiser pour autant les critiques de la communauté internationale. Encore plus récemment, lors du conflit en Ukraine, des accusations d'emploi du phosphore blanc ont émergé des deux côtés. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des pluies d'engins incendiaires tombant sur des positions militaires ou urbaines. Filmées de nuit avec leurs signatures lumineuses caractéristiques, mais il est clairement difficile de confirmer s'il s'agit de phosphore blanc ou d'autres substances incendiaires, comme des compositions au magnésium ou en termites. Et chaque camp accuse évidemment l'autre. Néanmoins, ces signalements rappellent que le phosphore blanc demeure d'actualité dans les conflits modernes, alimentant peur et propagande. Sur le plan du droit international, le phosphore blanc se trouve dans une zone grise. En soi, il n'est pas explicitement interdit. Il est classé comme arme incendiaire et non comme arme chimique, contrairement aux gaz toxiques. Le protocole 3, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, de la Convention sur certaines armes classiques, limite strictement son emploi contre des cibles civiles ou à proximité, mais autorise son usage fumigène ou éclairant sur des objectifs militaires isolés. Ainsi, de nombreux États possèdent encore des munitions au phosphore blanc dans leurs arsenaux, affirmant ne les utiliser que pour créer de la fumée ou illuminer le champ de bataille. Toutefois, la frontière est très mince, car une munition fumigène au phosphore peut facilement devenir une arme incendiaire terrifiante si elle éclate au milieu de bâtiments ou de personnes. À chaque fois que des civils sont touchés, des polémiques éclatent. Les armées invoquent l'effet tactique légitime, l'écran de fumée, tandis que les ONG dénoncent l'impact humanitaire inacceptable de ces armes. En résumé, le phosphore blanc n'a pas été inventé pour tuer. Sa découverte relevait même du pur hasard, mais sa chimie extraordinairement agressive l'a rendu redoutable sur le terrain militaire. Initialement utilisé pour ses propriétés obscurcissantes ou pour incendier des positions ennemies ponctuelles, il s'est tristement illustré comme une arme cruelle lorsqu'il frappe des zones habitées. S'il a fait moins de victimes que le napalm dans l'histoire, son aura n'en est pas moins sinistre. Le simple nom de phosphore blanc suffit à évoquer des images d'horreur.
Des nuées blanches, incendiaires, dévastant une zone, des brûlures chimiques qui continuent de consumer la chair à l'hôpital, et une panique indicible chez ceux qui en sont victimes. Cette réputation, entretenue par son double effet de feu chimique et de brasier à haute température, en fait une des armes les plus craintes et controversées de l'ère moderne. Le phosphore blanc, détourné de la quête alchimique et de la recherche pour devenir un instrument de guerre, nous rappelle violemment que les avancées de la chimie peuvent servir autant la vie que la destruction.